Bonjour à tous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé avec ces trois ordinateurs portables de la fin des années 90, en plus d'apparence plutôt identiques, et comment je vais bien pouvoir les utiliser. Alors en fait, tout a commencé quand j'ai acheté cet IBM ThinkPad modèle 380D de 1997. Je l'ai trouvé sur eBay et mon but est de l'utiliser principalement pour du rétro gaming. Côté technique, son processeur est un Pentium 100 MHz, qui est selon moi idéal pour jouer à la plupart des jeux MS-DOS de l'époque, car il est suffisamment puissant pour jouer à des jeux comme Duck Nukem 3D par exemple, mais en même temps pas trop puissant non plus pour pouvoir encore jouer à des jeux de la fin des années 80 ou début 90. Un autre gros point positif aussi est son écran LCD à dalle active. Alors il faut savoir qu'en fait à l'époque il y avait deux types d'écrans LCD, donc ceux à dalle active comme celle de mon ordinateur, et ceux à l'inverse, à dalle passive, qui étaient plutôt réservés pour les modèles d'entrée de gamme. Ces écrans avaient donc l'avantage d'être moins chers que les écrans à dalle active, mais avaient un gros inconvénient au niveau de la qualité de l'image, comme un effet de flou quand des éléments de l'écran étaient en mouvement. Donc évidemment, si à l'époque vous vouliez acheter un PC portable pour jouer à des jeux vidéo, ça n'était pas vraiment adapté. D'ailleurs, regardez cet extrait de Computer Chronicles, une émission américaine de 1992, où il faisait la comparaison entre ces deux technologies. All right, I want to focus on the screen technology because price is a big factor if you're getting into color notebooks because they are more expensive. And one thing is whether you have that passive matrix or active matrix display. And I want to help our viewers understand the value of having that, whether it's worth the extra $1,000 or not. So on the left here, this is the passive matrix. First of all, just briefly, technically, what does that mean? What's the difference in passive matrix and active matrix? The key difference is the active matrix displays actually have transistors on each pixel to make sure that there is power to each pixel, whereas on the passive matrix displays, your power is running along the edges. So it gives you much more brightness, much more performance out of your display. Okay, now one thing I know with a passive matrix, let me for instance just move the cursor here, and you can see if I move that cursor real quick, you can see the sort of ghosting, a little bit of drag there. I mean, it's not really what you'd see if you were looking at a cathode ray tube display, would you? Just show us the same kind of cursor movement in active matrix. You can see here your cursor moves very smoothly. Yeah, it's absolutely you don't crisp, lose it isn't when you move pieces around. Very, very fast. Yeah, now one thing obviously, by the way, let's get off screens for a second. You have the... Alors si aujourd'hui vous cherchez un PC portable des années 90 pour du rétro gaming, je vous conseille donc d'opter pour un écran à dalle active. Un moyen de le repérer tout de suite sur une annonce est de compter le nombre de boutons situés sur le côté de l'écran. S'il y en a deux, c'est-à-dire un contrôlant la luminosité et un autre le contraste, vous êtes sûr que c'est un écran à dalle passive. Par contre, s'il n'y a qu'un seul bouton, il y a cette fois-ci de très fortes chances pour que ce soit un écran à dalle active, et c'est ce qui est plutôt recherché aujourd'hui donc pour le rétro gaming. Alors attention, je dis de très fortes chances car en fait j'ai découvert en faisant cette vidéo qu'il pouvait y avoir une exception à la règle, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça un peu plus loin. Donc pour en revenir sur mon ordinateur, j'étais très content de l'avoir trouvé, il faut dire qu'en plus il est en super état avec très peu de rayures, et c'est plutôt rare pour des machines qui ont presque 25 ans et qui sont souvent plutôt malmenées. Mais le petit souci est que pour le moment, il lui manque encore son lecteur CD-ROM. Alors c'est plutôt dommage car il faut savoir que les PC portables combinant un lecteur disquette et un lecteur CD-ROM sont en fait plutôt rares. 1997 et 1998 est une courte période où les CD-ROM et les disquettes cohabitaient et étaient encore couramment utilisés en même temps. Donc de ce fait, lors de la génération précédente, quand les CD-ROM étaient encore rares et chers, les PC portables ne possédaient qu'un lecteur disquette. Et à l'inverse, lors de la génération suivante, quand les disquettes devenaient progressivement obsolètes, les ordinateurs portables n'intégraient cette fois-ci plus que le lecteur CD-ROM. Du coup, aujourd'hui, pour du rétro gaming, ces ordinateurs ThinkPad de la gamme 380 sont vraiment plutôt intéressants car très pratiques. Alors, que s'est-il passé ? Le lecteur CD-ROM était bien présent dans l'ordinateur quand je l'ai reçu, mais malheureusement son mécanisme était endommagé, ce qui l'empêchait de rester fermé. Mais bon, c'est pas trop grave, je me suis dit que ça ne devait pas être trop compliqué de pouvoir le remplacer et j'ai donc commencé à chercher sur internet un lecteur d'occasion. Mais malheureusement, après de longues recherches, je n'ai trouvé que des lecteurs bien trop récents pour mon modèle, à part une annonce concernant un lot de 2 ordinateurs ThinkPad, vendus comme non fonctionnels et pour pièces détachées uniquement. Alors ce sont des ThinkPad 380 XD et 380 Z, donc pas exactement les mêmes modèles, mais ce sont des ordinateurs de la même gamme ou même génération. Du coup, n'ayant rien trouvé d'autre, j'ai décidé de prendre le risque et de commander ces 2 ordinateurs.
Après tout, les lecteurs CD-ROM m'ont semblé vraiment plutôt en bon état et visuellement identiques à mon lecteur endommagé. Mais malheureusement, après avoir reçu ma commande, j'ai donc fait bien une première tentative de réparation, et là les apparences étaient effectivement bien trompeuses. Visuellement, les lecteurs CD-ROM sont identiques d'aspect extérieur, mais pas compatibles du tout à l'intérieur à cause de différences au niveau des connecteurs et de l'emplacement des vis. Je n'ai vraiment rien pu faire et tout me laissait paraître que j'étais de retour à la case départ, mais cette fois-ci avec en plus 2 ordinateurs non fonctionnels, à 79$ hors frais de port, et probablement finalement d'aucune utilité. Mais bon, quand même, au final, cette opération n'a pas été non plus un échec total. Une fois démonté, j'ai remarqué qu'il y avait un numéro de série sur mon lecteur CD-ROM, et j'ai donc fait une nouvelle recherche sur eBay en incluant donc ce numéro. Et cette fois-ci, j'ai finalement trouvé une annonce vendant exactement le bon lecteur CD-ROM dont j'avais besoin, et attention, pas d'occasion, mais neuf. Alors évidemment, je l'ai commandé, et ça sera l'occasion de vous montrer son installation lors d'une prochaine vidéo, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais en attendant, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir 2 autres ordinateurs et de rien pouvoir en faire. D'autant que quand je les ai reçus, j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il s'agissait en fait d'un processeur Pentium 2 MMX pour ces 2 ordinateurs. Alors je savais que d'après l'annonce, ils étaient vendus comme non testés, sans disque dur et sans batterie, mais avec l'alimentation de mon ThinkPad 380D qui est compatible, je me suis dit que ça valait quand même le coup de les brancher et de les tester. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir à l'écran avec la photo, j'avais pas vraiment bon espoir concernant l'écran du ThinkPad 380Z. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais l'écran a l'air d'avoir pris un sacré coup et la dalle est complètement tordue. Mais bon, ça vaut quand même le coup de le brancher et de voir ce que ça donne. Ouais, voilà, donc vous voyez l'écran, il n'y a pas grand chose à en tirer, il est complètement foutu. Et normalement, on va entendre des bips aussi. Bon, il a l'air de démarrer, il y a forcément des bips d'erreur, ça peut venir de la batterie du BIOS. Et du fait aussi qu'il manque un disque dur. Donc là à voir, malheureusement on ne peut pas en savoir plus sur cet ordinateur vu l'état de l'écran. Donc je vais le débrancher, je vais le couper et je vais vous montrer le deuxième. Concernant l'autre ordinateur, le ThinkPad 380 XD, il est en revanche arrivé avec un châssis bien endommagé, mais semble quand même au premier abord avoir un écran à matrice active et en bon état. Par contre, petite frayeur, quand je l'ai branché et allumé pour la première fois, l'écran était tout blanc. Et là, je me suis dit, mince, c'est vraiment pas de chance, j'ai aucun des 2 ordinateurs avec un écran fonctionnel. Mais en fait, heureusement, le problème ne venait pas de là, il fallait juste positionner le potentiomètre vers le milieu, et cette fois-ci, une image est finalement apparue. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, qu'il pouvait y avoir des exceptions à la règle sur le nombre de boutons à côté d'un écran. J'étais cette fois-ci en possession d'un ordinateur avec un seul bouton, mais au final doté d'un écran à dalle passive. Alors en regardant de plus près, on peut remarquer que ce bouton ne contrôle pas la luminosité comme c'est le cas pour des écrans à dalle active, mais le contraste. Voilà, donc attention, si vous cherchez aussi un PC portable à dalle active pour du rétro gaming, assurez-vous bien qu'il n'y ait qu'un seul bouton sur le côté de l'écran et qu'il contrôle la luminosité et non pas le contraste. Donc effectivement, j'étais un peu déçu d'avoir un écran à dalle passive, mais bon, vu qu'il fonctionne, on peut cette fois-ci voir les codes d'erreur et déterminer l'état général de l'ordinateur. On peut donc voir 3 codes, 161, 163 et 192. Donc en regardant sur internet, j'ai vu que les codes 161 et 163 sont associés à la pile de sauvegarde du BIOS. Alors ça, c'est vraiment pas un problème, c'est totalement normal pour un ordinateur de 25 ans et c'est facile à remplacer. Par contre, plus embêtant, c'est le code 192, qui semble lui être associé à un problème au niveau du ventilateur, refroidissant le processeur, et a priori, sans corriger cette erreur, il paraît impossible d'aller plus loin. Donc effectivement, comme indiqué sur l'annonce eBay, je me retrouve bien avec 2 ordinateurs non fonctionnels indépendamment, mais il semblerait par contre qu'il n'y ait pas 2 composants identiques endommagés. Je me suis donc demandé si en utilisant les composants fonctionnels de chacun de ces 2 ordinateurs, si je ne pouvais pas en constituer un en état de marche. Alors, voilà le plan. Sur l'IBM ThinkPad 380 XD, nous savons que l'écran fonctionne et qu'il est en bon état. Par contre, le châssis inférieur est malheureusement trop endommagé et il y a un problème au niveau du ventilateur refroidissant le processeur. À ce stade, l'origine du dysfonctionnement est évidemment inconnue, ça peut soit venir d'une simple mauvaise connexion, ou alors peut-être le ventilateur lui-même qui est grillé, ou plus embêtant, un problème au niveau de la carte mère.
Sur l'IBM ThinkPad 380Z, nous savons cette fois-ci que l'écran est HS, mais que le châssis inférieur est quant à lui en très bon état. Par contre, n'ayant pas eu de visibilité sur les messages d'erreur, on ne peut pas trop savoir quel est l'état des autres composants. Mais bon, il est quand même raisonnable de se dire que, par exemple, la probabilité d'avoir un ventilateur défectueux sur les deux ordinateurs soit assez faible. Du coup, dans un premier temps, je vais opter pour la solution la plus simple, c'est-à-dire d'uniquement interchanger les deux écrans en gardant tous les composants du ThinkPad 380Z. Ça ne me demandera pas trop de désassemblage. Par contre, l'ordinateur n'aura évidemment aucune batterie et fonctionnera sur le secteur. Et concernant le disque dur, qui était inexistant sur les deux ordinateurs, je vais plutôt tester un adaptateur IDE Compact Flash de 2,5 pouces avec une carte de 32 Go. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les disques durs de remplacement de cette époque se font assez rares et deviennent malheureusement de moins en moins fiables. Donc je pense que d'utiliser une carte Compact Flash comme disque dur est plutôt un bon compromis. Pour le système d'exploitation, je pensais à la base utiliser Windows 98, qui était d'ailleurs livré d'origine avec mon IBM ThinkPad 380Z, et l'utiliser comme PC rétro gaming Windows. Mais vu que l'écran de remplacement est finalement un écran à dalle passive, je me suis dit que ça n'allait plus être trop adapté pour les jeux vidéo, et j'ai donc plutôt eu l'idée d'utiliser cet ordinateur pour tester un système d'exploitation que j'ai jamais utilisé auparavant, c'est-à-dire IBM OS2 Warp 4.0. Après tout, un système d'exploitation IBM pour un PC IBM, ça me semble parfait. Mais bon, chaque chose en son temps, et passons tout de suite à la partie restauration et voyons le résultat. Alors voilà, j'ai installé mon petit atelier bricolage, et donc pour pouvoir désassembler les deux ordinateurs, j'ai téléchargé sur internet le manuel de maintenance du ThinkPad 380XD et du 380Z. D'ailleurs, je le mettrai sur le côté de l'écran, comme ça vous pourrez suivre avec moi pas à pas tout le désassemblage de l'ordinateur. Oui, je vais ouvrir lui en premier, déconnecter l'écran et j'ouvrirai celui-là en deuxième. Alors la première chose à faire, c'est de... Donc il n'y a pas de batterie, donc la première chose à faire c'est d'enlever la batterie normalement, donc ça c'est pas le cas. Après enlever le disque dur, bon bah c'est pas le cas non plus, il n'y est pas. Voilà, donc l'étape suivante c'est de débrancher le clavier. Alors, donc il y a combien? 5 vis à enlever. Ah bah les vis sont déjà enlevées, je les avais pas remises ici, d'accord. Bon, ça ira plus vite. Alors, on retourne maintenant l'ordinateur. Alors ça, c'est pas forcément évident, il faut soulever le clavier. Ah voilà, donc il faut tirer un peu le clavier, c'est pas évident, et le soulever. Il faut faire attention, il ne faut pas soulever trop fort le clavier parce qu'il y a une petite sécurité en dessous qui le bloque pour éviter d'arracher les câbles. Alors je vais vous montrer, je vais prendre une deuxième caméra, ce sera plus simple. Voilà, là il y a un petit cran de sécurité, donc il faut juste le déplacer à droite et le sortir de son axe. Et là, il ne faut pas tirer trop fort, ça libère 3 connexions. Donc là, il va falloir les débrancher. Pour les débrancher, c'est mieux d'avoir des petits embouts plastiques. Soulever ces 2 connecteurs. Voilà, le câble sort tout seul. C'est plus facile à retirer qu'à remettre. Ça, c'est vraiment pas pratique, ces connexions. Mais bon, dans les PC portables, tout est miniaturisé, bien évidemment. Voilà. Voilà, il faut débrancher maintenant. Ça doit être les haut-parleurs, oui. Ok. Donc ça, là, on défait, on enlève le câble d'une sorte de gaine. Et on laisse ça comme ça, le clavier, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc maintenant, on peut, normalement, voilà, tout retirer. Donc maintenant, la suite. Comment débrancher l'écran? Voilà, LCD unit. Donc à l'arrière, il y a 5 vis à retirer. Alors maintenant, il y a 2 vis. Ok, 2 vis à retirer.
C'est toutes des 6 mm, oui. Alors là, a priori, il y a un câble de branché. Ok, oui. Parfait, donc ça c'est pas mal, il faut tirer sur ces languettes. Alors maintenant, normalement, l'écran doit pouvoir... Alors non, il y a encore 3 vis à enlever. Alors maintenant, l'écran devrait pouvoir venir tout seul. Alors j'ai pas envie de trop forcer, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des... Voilà. Ok, superbe. Bon, en fait, il y avait des petites pattes ici en plastique qui retenaient le tout contre le châssis principal. Donc il fallait l'aide un peu d'un tournevis et ça a pu venir. Dans un premier temps, je vais mettre cette partie de côté, j'en ai plus besoin. Et je vais démonter maintenant, je vais faire exactement la même étape, mais avec le ThinkPad 380Z. En espérant que c'est exactement la même connectique. Je pense que oui, mais on va le savoir tout de suite. Voilà. Ok. Alors, en démontant l'ordinateur, je viens de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un deuxième connecteur sur cet écran, alors que celui-là n'en a pas, il n'y en a qu'un seul. Par contre, le blanc a l'air d'être exactement le même que celui-là. Alors, je me demande si je branche cet écran sur la carte mère sans brancher le deuxième, je me demande est-ce que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, il y a ce branchement en plus sur le 380Z, mais pas sur le 380 XD. Autre chose aussi que j'ai remarqué, alors est-ce que je vais pouvoir le réparer, c'est ce petit switch qui permet d'éteindre l'écran quand l'écran est rabaissé. Il y a une sorte de petit levier ici, voilà. Et là, il y a une pièce plastique qui est cassée. Et l'écran, j'ai l'impression qu'il a pris vraiment un sacré coup, donc je me demande si le mécanisme est réparable ou pas. Alors je pense qu'il est temps de faire un point sur la situation et de mettre en pause la restauration. Il faut dire qu'à ce moment, pas tout s'est vraiment passé comme prévu. À la base, je pensais juste interchanger les deux écrans sans rien désassembler de plus, mais j'ai rencontré deux imprévus. En premier, je ne m'attendais pas à ce que la connexion des deux écrans soit différente. Les connecteurs blancs ont bien l'air identiques, mais l'écran du ThinkPad 380Z a malheureusement une prise supplémentaire. Alors, en revoyant après coup les deux manuels de maintenance, je me suis aperçu que c'était bien indiqué à la base, mais malheureusement je ne l'avais pas vu. Donc à ce stade, je ne sais pas si l'écran du ThinkPad 380 XD peut être installé en branchant l'unique connecteur blanc sur la carte mère. Le deuxième imprévu a été au niveau de ce switch qui permet d'éteindre l'écran quand il est rabattu. Ce mécanisme me semble si petit que ça me paraît vraiment compliqué de pouvoir faire une réparation durable. Par contre, coup de chance, sur le ThinkPad 380 XD, ce switch est quant à lui en parfait état. Et en étudiant un petit peu plus le manuel de maintenance, on peut voir qu'il est en fait placé sur une carte électronique pouvant se détacher de la carte mère principale. Et ces deux cartes me semblant identiques sur les deux ordinateurs, il y a donc de bonnes chances de pouvoir les échanger avec à peine un peu plus de désassemblage. Donc en gros, à ce niveau, je me retrouve avec un choix parmi deux options. En premier, je pourrais donc prélever le switch fonctionnel du 380 XD et l'installer sur la carte mère du 380Z. L'avantage de cette option est que le désassemblage supplémentaire est assez limité. En revanche, je prends toujours le risque que l'écran du 380 XD ne soit pas compatible. Et donc évidemment, à ce moment-là, l'ordinateur serait toujours inutilisable.
La deuxième option serait donc de prendre tous les composants du 380XD et de les installer dans la coque du 380Z. Le gros avantage est que cette fois-ci, il n'y aura aucun problème de compatibilité au niveau de l'écran, mais par contre, cette option va me demander de démonter entièrement les deux ordinateurs, et plus embêtant, il y aura toujours le problème au niveau du ventilateur. Alors, en regardant sur le manuel de maintenance, on peut remarquer que le ventilateur peut être détaché du processeur, mais dans ce cas, j'ai peur qu'il faille aussi remplacer la pâte thermique. Alors, je pense que malgré tout, ça serait pas une mauvaise idée, surtout après 25 ans, car les pâtes thermiques ont plutôt tendance à sécher et à moins bien dissiper la chaleur, mais malheureusement, je n'en ai pas de remplacement sous la main. Autre possibilité à laquelle j'ai pensé pour éviter de séparer le ventilateur du processeur, c'est de simplement interchanger tout le bloc. Mais le problème que je vois aussi avec cette solution, c'est que je n'ai aucune idée du processeur qui est installé sur le 380Z, à part que c'est un Pentium 2. En regardant sur internet, j'ai vu que ces processeurs pouvaient avoir un voltage différent en fonction de leur génération et puissance. D'autant plus qu'en regardant sur les deux cartes mères, je peux voir ce petit câble jaune uniquement présent sous le processeur du 380XD. Alors ça n'a peut-être rien à voir, mais ça peut être aussi un câble permettant peut-être de paramétrer le bon voltage, et c'était souvent le cas, il faut le souligner, pour les PC de l'époque, notamment les PC de bureau. Du coup, avec toutes ces incertitudes, j'ai plutôt opté pour la première option, qui est donc d'interchanger le switch de mise en veille. Et avec un peu de chance, si l'écran est compatible, ça va m'éviter un désassemblage complet des deux ordinateurs, et surtout ne pas risquer d'endommager le processeur avec des histoires de voltage ou de pâte thermique. Donc après un réassemblage complet de l'ordinateur, voyons tout de suite ce que ça donne et si j'ai fait le bon choix. Test numéro 1, allumage. J'ai l'impression que le disque dur s'allume, l'écran s'allume, mais il n'y a rien de plus. Ah, des bips. Est-ce qu'il y a une image ? Il n'y a rien du tout. Alors malheureusement, lors de mon premier test, comme vous avez pu le voir, aucune image ne s'est affichée et donc à ce stade c'est impossible d'être sûr si c'est bien un problème de compatibilité en n'ayant branché qu'un seul connecteur ou alors peut-être un problème plus généralisé au niveau de la carte mère. Mais à ce moment j'ai vraiment commencé à avoir l'impression de perdre plus de temps à essayer à chaque fois d'opter pour les solutions les plus simples et aussi soi-disant les plus rapides. Mais à ce stade, plus le choix que d'opter pour la solution longue, c'est-à-dire de désassembler entièrement les deux ordinateurs et transférer tous les composants du ThinkPad 380XD, à l'exception évidemment du ventilateur. Comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, il y avait un petit risque à ce niveau, mais cette fois-ci j'ai eu une bonne surprise. La pâte thermique était en fait sous forme de patch, et a priori elle me semblait encore en très bon état, et donc du coup j'ai pu interchanger les deux ventilateurs. Alors, pendant ce grand désassemblage, j'en ai aussi profité pour faire un grand nettoyage de l'ordinateur, et pour enlever les résidus de colle, j'ai utilisé un produit très efficace qui se trouve en pharmacie et qui sert à la base pour enlever les traces de pansement. Étant prévu pour être utilisé sur la peau, il n'y a pas de danger d'endommager le plastique ou de le décolorer. Alors par contre attention, n'utilisez pas d'acétone comme du produit pour enlever le vernis à ongles. Alors effectivement c'est très efficace contre les résidus de colle, mais ça l'est surtout aussi contre la peinture. J'en ai malheureusement fait les frais sur un autre ordinateur et ça a complètement décoloré les plastiques. Enfin bref, cette fois-ci j'ai donc pas fait la même erreur et après un bon nettoyage, je trouve que le rendu esthétique de l'ordinateur est vraiment pas mal du tout. Alors vu que tout ne s'est pas passé comme prévu et que la vidéo commence à être un petit peu longue, je vais passer toute la phase de réassemblage. En soi, ça ne consiste qu'à suivre pas à pas le manuel de maintenance et ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs je dirais aussi que c'est un autre gros avantage de cette gamme d'IBM ThinkPad, ils sont en fait plutôt faciles à désassembler et à réassembler grâce à ce manuel de maintenance. Alors, quand même, avant de tout bien revisser, j'ai fait un test de l'ordinateur pour vérifier que tout fonctionne, et cette fois-ci, bonne nouvelle, le code de 192 associé au ventilateur a finalement disparu. On peut encore voir par contre les codes de 161 et 163 associés à la pile de sauvegarde du BIOS, mais hors caméra, j'ai interchangé la pile qui était présente dans le 380XD avec celle du 380Z. Après avoir paramétré une première fois la date et l'heure, il semblerait que la pile tienne la charge vu que les codes d'erreur disparaissent après chaque redémarrage. Comme je vous en ai parlé aussi un petit peu plus tôt, j'ai installé un adaptateur IDE Compact Flash afin de remplacer le disque dur. Il a l'air lui aussi de fonctionner, mais ça sera l'occasion de vous présenter son paramétrage avec l'installation d'OS 2 Warp 4.0 lors d'une prochaine vidéo.
En attendant, celle-ci touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire ce que vous feriez à ma place avec mon ordinateur et quel système d'exploitation vous installeriez par exemple. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.